Bien, ça va, on a prêt à repartir. Alors, on reste dans la descente, hein, avec juste un coup de projecteur sur l'histoire américaine. À nouveau, c'est de l'histoire américaine dont que j'ai essayé d'assimiler il y a relativement peu de temps. Et je ne prétends pas donner autre chose que quelques coups de projecteur, bien entendu. Alors, aux États-Unis, il a fallu attendre 1913 pour qu'il y ait quelque chose qui soit une banque centrale, hein, ça, avec le Federal Reserve Act, hein, et la Banque de réserve fédérale et le système des banques de réserve fédérale qui est autour. Et ceci suivait une période, à partir de 1864, on avait essayé de faire quelque chose qui ressemblait à une monnaie nationale avec le National Banking Act, mais ça n'avait pas très bien marché. Alors, les banques de la réserve fédérale vont escompter les effets commerciaux, hein, comme le fait la Banque d'Angleterre du temps de Bagot. Mais elles ont une conception plus large de leur rôle, c'est-à-dire qu'elles acceptent comme collatéraux, c'est-à-dire que des choses qui ne sont pas seulement des effets commerciaux à court terme, mais éventuellement des prêts aux entreprises. C'est une caractéristique. Et il y aura un débat autour de la question de la shiftability des actifs. C'est-à-dire que de la transférabilité, c'est-à-dire si vous avez une entreprise qui vous apporte un actif qui n'est pas un effet commercial, mais qui est un actif sain, est-ce que vous devez l'accepter ou non? Est-ce que vous devez donner de la monnaie dans certaines conditions lorsque vous faites ça? Il y a eu un débat entre les banquiers conservateurs et les banquiers partisans de la transférabilité à cette période de l'époque. Alors cette période a aussi été passablement chahuté, puisqu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Alors, ce qu'a fait le système de réserve fédérale, c'est comme ce qui se passe avec les systèmes des banques centrales partout ailleurs. Hein. C'est au moment de la guerre, il change complètement son fusil d'épaule et c'est la comme mission principale de financer les dépenses militaires. C'était le cas aux États-Unis. Et le système est revenu à un fonctionnement normal vers 1920. Et le fonctionnement normal est associé au nom d'un banquier de New York, la Federal Reserve Bank de New York, qui s'appelait Strong, hein, qui a mis en place une doctrine, hein, une règle de Strong. Alors, Strong, il y a deux innovations qui sont associées à son nom, si j'ai bien compris. C'est la principale innovation associée à son nom, c'est qu'il joue sur les opérations d'open market, c'est-à-dire que la Banque centrale ou les banques de réserve fédérale interviennent en achetant ou vendant des bons du Trésor. Et évidemment, en faisant ça, elles changent la disponibilité en monnaie centrale, elles changent les conditions sur le marché interbancaire où s'échange entre les banques la monnaie centrale. Alors, on n'est pas loin de 1929, hein, et donc arrive... Alors, je n'arrive pas à changer ça sans bouger. Voilà. Donc arrive 1929. Ah oui, non, pardon, j'étais en retard, je n'avais pas adapté mon... Donc vient 1929, et à 1929, ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que... la politique de Tauba qui avait été mise en place sous le système Strong par le système fédéral de réserve est en accusation parce que cette politique de Tauba n'a pas contribué à créer la bourse boursière qui éclate justement en 1929. La réponse est vraisemblablement oui. À ce moment-là, le système de réserve fédérale va essayer de baisser les taux d'intérêt par des opérations d'open market sans succès. Il y aura toute une série de faillites bancaires. Et en particulier, dans toute cette partie de l'histoire, il y a eu une contraction considérable de la masse monétaire. Malgré
c'est-à-dire que la politique la politique sur les taux d'intérêt, hein, les montées puis les baissées, etc., n'a pas du tout fonctionné. Et Milton Friedman a mis en accusation la politique qui avait été menée. Comme je l'avais dit lors de la première séance, hein, l'idée de la critique de Milton Friedman sur ce qui avait été fait au moment de la crise de 1929 a été très influente dans la réponse qui a été faite aujourd'hui à la crise que l'on vit. C'est-à-dire que l'analyse de Friedman a été très influente. Alors, après la crise, il y a eu le Banking Act de 1935, dans lequel il y avait une victoire de la thèse de la transférabilité, puisqu'on disait que tout actif sound, solide, peut être escompté, donc la solvabilité implique la liquidité. Et en 1937, le système se voit donner comme mission de maintenir des conditions ordonnées sur le marché monétaire, qui élargit, enfin, ce qui n'est pas d'une grande précision, mais qui accentue, dit-on, le mouvement qui était qui est associé au Banking Act de 1935. Alors, avant le Banking Act de 1935, il y a eu en 1933 le Glass-Steagall Act, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on en parle même dans les journaux. Et le Glass-Steagall Act, en particulier, mettait en place des séparations strictes entre les fonctions bancaires, hein, en particulier entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Et établissait des frontières strictes. J'y reviendrai si j'ai le temps tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un petit peu deux coups de projecteur sur l'évolution du système bancaire, et en particulier l'évolution de la conception de la politique monétaire en Grande-Bretagne, aux États-Unis. On pourrait le faire pour la France, c'est une histoire un petit peu différente. À nouveau, ce sont des histoires qui sont très spécifiques. Le système bancaire américain et le système bancaire anglais n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ils n'ont pas non plus la même histoire intellectuelle. Il y a beaucoup de réflexions sur le système bancaire anglais. En 1913, il y avait peu de réflexions académiques, où il n'y avait pas l'équivalent d'un Maggot sur le système bancaire américain. Donc voilà, alors maintenant, je vais déplacer un peu la discussion tout en restant sur le même sujet, en essayant de mettre en face banquiers centraux et universitaires. Et j'essaierai de vous dire, au fond, qu'il y a toujours eu des incompréhensions relativement grandes entre les banquiers centraux et les universitaires. Je vais en faire un tour rapide, hein, et à nouveau. Alors, il y a d'abord une controverse fondatrice qui date de. Alors, autrefois, parfois. Voilà, je suis à la bonne place. Alors, il y a deux. Une controverse fondatrice au début du XIXe siècle est entre la currency school et la banking school. Donc, je vais éviter de traduire, mais c'est relativement clair. Alors, d'un côté, les gens, pour schématiser, les gens de la currency school disent ce qui est écrit ici, c'est-à-dire que la monnaie a un rôle sur le niveau des prix, et ça justifie une politique restrictive. C'est du moins ce que j'ai compris. Les gens de la banking school sont beaucoup plus pragmatiques, hein, et si je résume bien, dans l'ouvrage que j'ai lu, ils préconisent que l'émission soit libre si elle est raisonnable. Raisonnable étant évidemment quelque chose de relativement difficile à définir. Alors, maintenant, quelles sont les relations entre les banquiers et les économistes? Alors, d'abord, au début du 19e, par exemple, c'est des mondes qui sont assez liés. Par exemple, en Angleterre, dans tous les débats sur la monnaie, il y a un économiste, Ricardo, et un banquier, Ricardo, qui dialoguent. Donc, il y a, en sorte, il y a une certaine immersion entre
n'y a pas de frontière très évidente entre le monde des banquiers et le monde des universitaires. Ensuite, ça devient beaucoup plus déconnecté. Bagot n'est pas un universitaire, c'est un journaliste, je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai parlé des Américains, le seul dont j'ai cité le nom est Strong. C'est un banquier et comme je vais vous le dire tout à l'heure, il n'apprécie absolument pas ce que disent les universitaires. Alors, ce que disent les universitaires, ils entrent dans le débat aux États-Unis, où ils reviennent dans le débat, puisqu'il était au début du XIXe siècle, ils entrent dans le débat au début du XXe siècle. Hein. Irving Fisher, qui est un économiste célèbre, a écrit un livre qui s'appelle Le Purchasing Power of Money. Et grosso modo, ce qu'il propose, il a une vision qui est liée à une forme de théorie quantitative. La théorie quantitative, je n'ai jamais expliqué très clairement ce que c'est, mais enfin, je n'ai pas expliqué du tout, hein, mais grosso modo, c'est MV égale PT. Hein, qui dit que la quantité de monnaie, oubliant la vitesse de circulation, détermine le niveau des prix à niveau d'activité donnée. Hein. Pardon, c'est MV égale PY, pardon. Et ce que proposait Irving Fisher, c'était de stabiliser les prix. Il pensait que l'inflation était quelque chose de mauvais parce que ça brouillait les plans des agents. C'est une idée qui est revenue très souvent sur la sellette. Et donc, il fallait contrôler le niveau des prix en contrôlant la masse monétaire. Alors ça, c'était des choses qui paraissaient totalement étranges à Strong, hein, pour lequel la variable d'action, c'était le prix du crédit et pas du tout la quantité de monnaie. Pour un banquier central, c'était une recommandation tout à fait étrange. Donc peu de dialogue à ce niveau-là. Alors ensuite, vers les années 50, il y a Milton Friedman. Alors Milton Friedman, on en a déjà parlé, évidemment, c'est quelqu'un qui a été influent et c'était un penseur original et un polémiste talentueux. Et Milton Friedman a dit au fond que le rôle de la Banque centrale, c'était de stabiliser la croissance de la masse monétaire. Donc pas les prix directement, mais évidemment ce qu'il pensait, c'est qu'à terme ça conduisait à une certaine stabilité des prix. Et en fait, cette idée éloigne encore plus la pensée des économistes de la pensée des banquiers centraux. D'autant plus, le gap est d'autant plus grand que c'est l'époque où, dans l'ère du temps, on donne à la Banque centrale un rôle de stabilisation économique, tout à fait étranger à l'idée de ce que doit faire une banque centrale pour Friedman. Bon, je passe sur Gurley et Shaw vers les années 60 pour revenir à ce qui s'est passé, disons, à partir des années 40, 50, 60, que j'appelle, suivant mon auteur préféré sur ces sujets, le valracianisme monétaire, ou la monnaie traitée à la Valras. Hein. Ça pourra vous sembler curieux, puisque la plupart des gens que je vais citer, enfin les plus célèbres des gens que je vais citer, sont connus comme des keynésiens. Mais c'est du valrasianisme au sens où l'idée, c'est d'introduire la monnaie dans le modèle d'équilibre général de Walras. C'est l'arrière-plan. Alors, dans le modèle d'équilibre général de Walras, il n'y a pas besoin de monnaie. Hein. Les transactions sont comptabilisées par le héros walrasien ou par un bureau central des comptes, hein, dans lequel on vérifie que chacun ne dépense pas plus que ce qu'il a droit à dépenser, étant donné le système de prix. Hein, donc on vérifie les comptes. Donc, il n'y a pas besoin de monnaie, mais qu'est-ce que ça veut dire introduire la monnaie dans Walras? Ça veut dire, au fond, dans Walras, il y a des biens. Alors, on introduit des actifs, ça c'est relativement naturel. C'est vrai d'ailleurs dans la version intertemporelle de Walras. Mais on introduit aussi un actif qui s'appelle la monnaie. C'est-à-dire qu'on introduit, grosso modo, un bien de plus, ou deux biens de plus, ou deux actifs de plus, et on les traite comme les autres actifs. C'est-à-dire ces actifs qui vont faire l'objet d'une demande
sur des marchés spécifiques et dont les prix vont être déterminés comme prix d'équilibre sur des marchés spécifiques. Ça, c'est vraiment la démarche qui est derrière ce que font Marshak, Markowitz et Tobin. Tobin en particulier dans A General Equilibrium Approach to Money. En fait, ces idées sont incorporées, par exemple, dans des modèles que l'on appelle keynésiens, par exemple le modèle ISLM de Hicks Hansen, qui est censé fournir une synthèse entre la vision walrasienne et la vision keynésienne, mais dans lequel il y a un marché de la monnaie et un marché des titres qui sont spécifiquement introduits, qui apparaissent spécifiquement. Donc avec une demande de monnaie qui est formalisée d'une certaine manière, et d'une manière qui ne rencontre pas du tout la compréhension qu'ont de ça les banquiers centraux, si je reviens à mon problème précédent. Alors on retrouvera ça dans les modèles macroéconométriques, à nouveau plutôt d'inspiration keynésienne, mais c'est assez éloigné de la vision héritée de la tradition classique. C'est plus de la banque centrale, prêteur de l'énergie ressort, on est assez loin de Bagot. Alors il y a une certaine réconciliation qui s'est faite dans les 20 dernières années avec la règle de Taylor, dont je vous parlerai, je vous présenterai la règle de Taylor lorsqu'on ira un peu plus loin, qui a eu énormément d'influence, au sens où beaucoup de banques centrales ont dit qu'elles l'appliquaient en tout cas. Et la règle de Taylor, c'est un petit peu une sorte c'est une règle qui vient des milieux académiques. Taylor est un économiste à Stanford et qui a été tout à fait apprivoisée et adoptée par les banquiers centraux, jusqu'à aujourd'hui où, visiblement, on est dans une situation où son application stricte n'a probablement pas de sens. Voilà, donc voilà la première partie. Je suis assez en retard, puisque j'ai fait en 1h15 ce que je comptais faire en 1 heure, etc. Alors qu'est-ce que je vais faire de la suite ? Est-ce que vous voulez monter encore ou on continue dans la descente ? Non, je voulais appliquer. Alors, je ne sais pas, je vais le faire très vite. On va faire une montée, mais en la faisant rapidement, ça va peut-être passer plus vite, mais ça va être peut-être encore beaucoup plus difficile. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Simplement, tout à l'heure, mon exemple, c'était pour une banque de dépôt, mais je vous ai dit, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque les banques de dépôt, aujourd'hui, les dépôts sont assurés. Personne, vous n'avez jamais songé à aller retirer vos dépôts au Crédit Lyonnais, retirer votre argent au Crédit Lyonnais, mais il n'y a pas de raison, effectivement. Par contre, si vous prenez une banque qui est une banque d'investissement, une banque d'affaires au sens large, et auquel vous avez des dépôts, c'est-à-dire des prêts que vous avez faits, mais que vous pouvez retirer. Donc, il y a 2 périodes. À la période 1, vous pouvez retirer vos dépôts que vous avez faits, vous êtes le public, et à la date 2, vous êtes remboursé les dépôts. Les dépôts ont une valeur faciale D. Donc la monnaie, qu'est-ce qu'elle a à son actif ? À son passif, elle a évidemment les dépôts. C'est des choses qu'elle vous doit, qu'elle doit vous redonner à la valeur faciale D en deuxième période. Et qu'est-ce qu'elle a comme actif ? Elle a de la monnaie, elle a disponible des actifs liquides, pour la monnaie, et puis elle a un investissement, et cet investissement ne va donner ses fruits qu'en période 2. Donc et en période 2, il va avoir un taux de rentabilité grand R qui est, on verra, qui est éventuellement aléatoire, qui est éventuellement connu, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là ? En première période, la question se pose, est-ce que les déposants vont retirer leur argent ou pas ? Alors pour l'instant, je vais faire simplement des hypothèses mécaniques. Je vais supposer qu'il y a X% des gens, le total la masse des déposants, c'est 1, comme tout à l'heure. Je suppose simplement que X il y a X% de retrait. C'est-à-dire que le retrait, c'est XD, puisque les dépôts, c'est D. Alors, soit c'est plus petit que M, ça veut dire que vous avez de l'argent pour rembourser. Alors, et en T égale 2, ce que vous devez, c'est simplement 1 moins XD. Qu'est-ce que vous posséderez pour le rembourser ? C'est RI plus M moins XD, ce que vous avez déjà remboursé aujourd'hui. Et en fait, vous ferez faillite si le taux
de rentabilité de votre investissement est inférieur à un certain taux limite que j'appelle R de S, c'est un taux critique, j'aurais dû appeler R de C, qui d'ailleurs dépend, qui est égal à D moins M sur I, et qui ne dépend d'ailleurs pas de la quantité de retrait qui a été fait en première période. Le fait que je redonne une partie en première ou en deuxième période sous forme de monnaie, c'est la même chose. Ce modèle, ça ne joue pas. Donc, en première période, s'il n'y a pas trop de retrait, ben j'utilise ma monnaie pour payer les gens qui viennent retirer l'argent. Et puis, en deuxième période, eh bien, si j'ai de toute façon, si ça se passe comme ça, en deuxième période, si mon taux de rentabilité de mon investissement est suffisamment élevé, eh bien, je pourrais rembourser tout le monde, sinon je ferai faillite. Première hypothèse. Deuxièmement, XD supérieur à MC. Il y a plus, ça c'est la question de est-ce que les gens vont retirer ou pas retirer. Si le total de demande de retrait est supérieur à M, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je peux liquider Y sur mon investissement. Je retire petit y de mon montant d'investissement, mais naturellement, je vais le liquider à un taux qui aura une décote. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir R, comme j'aurais si je le gardais demain, j'aurais R sur 1 plus J. Donc je vais retirer Y tel que R, que R divisé par 1 plus J, qui est ce que j'obtiens pour le Y que je sors de mon portefeuille aujourd'hui, qui est R sur 1 plus J, ce que j'obtiendrai demain, mais avec une décote, multiplié par Y, doit être égal à XD moins M. J la décote. Alors, Y est plus petit que grand I. Alors, en date 2, eh bien, je vais payer ce que je dois, c'est-à-dire un moins XD, puisque j'ai déjà remboursé D. Et avec quoi? Avec grand R cette fois, mais grand I moins Y. Puisque j'ai déjà dépensé Y, eh bien, je ferai faillite en deuxième période si R est plus petit que R de X, où R de X est donné par cette expression. Je vous laisse faire l'algèbre, je ne vais pas revenir sur l'algèbre, je vais simplement regarder la figure pour essayer d'expliquer ce qui se passe sur la figure. La figure, je mets ici grand R. Grand R, c'est le taux de rentabilité de mon investissement, que j'obtiendrai en deuxième période, si je le garde jusqu'en deuxième période. Alors ici, j'aurais dû mettre ici R de S. C'est le grand R minimal pour lequel, si je n'ai pas de demande de retrait en première période, je m'en tire en deuxième période. Excusez-moi, ici, il devrait y avoir R de S. Là, il y a 1 plus J R de S qui est plus grand que R de S. 1 plus J R de S, c'est ce que... tout à fait. Ce que j'ai, c'est grand R sur 1 plus J tout à l'heure. Donc, c'est R... 1 plus J R de S, c'est lié à ma décote. Et alors ça, c'est en abscisse. Plus R est grand, plus les choses doivent aller bien. Toutes choses égales par ailleurs. En ordonnée, j'ai X, qui est le taux de retrait en première période. Le pourcentage de retrait en première période. Alors la première chose, là, j'ai M sur D. M sur D, c'est... quand X égale M sur D, ça veut dire que j'utilise toute ma monnaie de première période pour rembourser. Mais je ne prends absolument pas sur mon investissement. Alors vous voyez que dans cette zone-là, tant que je suis dans ce taux-là, voilà, donc je suis donc dans cette zone-là. Alors vous voyez bien que si R est plus petit que R de S, j'ai faillite en deuxième période. Quel que soit le taux de, ça ne dépend pas du taux de retrait en première période, c'est indépendant. Et si R est plus grand que R de S et que je suis dans cette zone-là, j'ai aucun problème. Donc, tant que le taux de retrait est inférieur à M sur D et que R est supérieur à R de S, je n'ai pas de demande de retrait en première période, eh bien, je suis dans le cas de succès, qui est une partie de cette épisode-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me mets ici? C'est-à-dire qu'il y a un taux de retrait, qui est supérieur à ce que je peux répondre grâce à la monnaie que je détiens. Eh bien, naturellement, si R est plus petit que R de S, il est bien évident que je fais, en particulier s'il est très petit, je fais faillite en première période. Puis il y a un certain moment où je fais faillite, je prends sur mon stock I, je prends Y, etc., mais R n'est pas assez élevé, eh bien, je fais faillite en deuxième période, ici. Et puis il y a un moment...
à ce niveau de retrait, si mon taux est supérieur à celui-là, ce taux limite, hein, je parviens à rembourser. Je suis à nouveau dans le cas de succès. Donc vous voyez bien, dans cette zone, donc il y a toute une zone ici. Dans toute cette zone ici, en fait, je suis solvable. C'est-à-dire si on ne me demandait pas de rembourser, je m'en tirerais, hein, toutes les zones qui est ici. Hein. Mais je fais faillite. Je fais faillite soit en première, soit en deuxième période. Alors ça c'est en prenant le nombre de gens. Alors il n'y a rien de mystérieux, vous pouvez aussi le faire à petit r donné. Hein. Si petit r est très faible, ben, il y a toujours faillite, c'est évident, je ne pourrai jamais rembourser. Si petit r est intermédiaire, eh bien, s'il n'y a pas trop de gens qui demandent à rembourser, je m'en tire. S'il y a plus de gens qui demandent à rembourser, ben, je ferai faillite en deuxième période à partir d'un certain moment. Puis si encore beaucoup plus de gens demandent à rembourser, je fais faillite en première période. Hein. Si vous voulez, c'est si je suis ici. Naturellement, si R est plus grand qu'ici, je n'ai jamais aucun problème. Attention, donc vous voyez, ça c'est un peu la situation. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais comprendre? Ben, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'est-ce que va être X? Quels sont le nombre de gens qui vont demander à être remboursés en première période. Là, ce que je dis, c'est simplement en fonction des demandes de remboursement, bien voilà, où je vais faire faillite en première période, où je vais faire faillite en deuxième période, où je vais être capable de rembourser. C'est dépendant naturellement de la valeur de R. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la même chose, on va mettre des gens, comme tout à l'heure, qui vont avoir les mêmes propriétés que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont demander à être remboursés en première période dès lors qu'ils font une conjecture sur la probabilité de faillite qui est telle que la probabilité de faillite est supérieure à un certain nombre petit f, que je donne de façon exogène, qui relèvent de considérations qui leur sont propres et qui sont des considérations de maximisation de leur intérêt. Donc je dis probabilité de faillite petit f. Alors la même chose, si je reviens ici, si j'observe parfaitement, si en première période R est observable parfaitement, alors qu'est-ce qui va se passer? S'il est observé ici, tout le monde se retire, un équilibre unique. S'il est observé à ce niveau-là, à nouveau il y a deux équilibres. Soit tout le monde se retire, faillite en première période, soit personne ne se retire, il n'y a aucune demande de retrait, c'est les deux équilibres. Et puis si c'est par là, eh bien, personne ne se retire jamais si R est par ici. Alors, donc, ce qu'on va faire la même chose que tout à l'heure. On va supposer que donc il y a un équilibre multiple parce que les paniques bancaires, elles sont comme ça. Si tout le monde croit qu'il y a une panique, il y a panique. La banque s'effondre. Si personne ne croit qu'il y aura panique, la banque reste stable. Alors, on va faire la même chose. On va faire une information asymétrique. Et je dis à la fois c'est une histoire plus plausible et qui va rétablir l'unicité. C'est-à-dire que je vais avoir une histoire déterministe. Je vais être très content parce que j'aime bien les histoires déterministes quand je suis économiste. Là, c'est une histoire déterministe que j'aime bien, je ne les aime pas toujours. Alors, R est tiré au sort par la nature, première chose, ça c'est clair. Et chacun va observer le R qui est tiré au sort par la nature, mais bruité, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Q, la variable importante pour la stabilité du système. Ici, c'est grand R. Et donc, les managers de fonds, là, qui sont ceux qui veulent se retirer le cas échéant, si ça va mal, eh bien, ils observent S de I, si je suis monsieur I, égale R plus E. Et naturellement, les stratégies dépendent de l'observation. Alors, je ne vais pas reprendre absolument la logique, mais je vais aller un peu plus vite que tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si la stratégie gâchette, si tout le monde se retire au seuil T? Vous recevez un signal. Si le signal est inférieur à T, vous vous retirez. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde où tout le monde se retire au signe T? Je l'ai mis sur ce diagramme, si vous ne l'avez pas. Alors, la probabilité de retrait si R, c'est la probabilité que E soit inférieur à R moins T. C'est donné par l'accumulative de la distribution de R, c'est donc G de R moins T. Si G de R moins T est inférieur à M sur D, alors il n'y a pas de problème. Et si G de R moins T est supérieur à M sur D, alors liquidation partielle en première période, etc. Alors, simplement, ce qu'il faut voir ici, c'est que plus T est élevé, là je mets dans l'espace petit t, tout le monde se retire lorsque le signal est plus petit que T. Donc si T est à cette valeur-là, bien vous voyez que
selon que R, selon la vraie valeur de R, là je prends T comme donnée, hein, T va être endogène naturellement hein, dans la suite. Mais si je prends T comme donnée, selon la valeur de R, ben, de toute façon, si R est inférieur à RS, j'ai toujours insolvabilité. Et si R est compris entre RS et supérieur à RS plus 1 plus J, tout le monde a beau venir retirer, je peux mentir, et donc je m'en tire toujours. Et entre les deux, il y a une ligne là, vous voyez, par exemple pour cette valeur de T. Quand RS est trop petit, eh bien, il y a illiquidité. Hein, et puis quand R monte ici, il y a illiquidité. Donc la banque tombe, mais parce qu'elle est illiquide. Parce que, en fait, si les gens n'étaient pas venus retirer, elle aurait pu payer ses dettes, hein, etc. Donc ça c'est l'ingrédient. Alors, comment je vais formaliser? Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Hein. Je vais essayer de faire un jeu. Hein. Je dis, on va prendre des stratégies seuil. C'est-à-dire, tout le monde, je fais l'hypothèse que tout le monde se retire s'il observe quelque chose de plus petit que T. Maintenant, moi, le signal que je reçois implique une idée probabiliste du vrai R, une idée probabiliste de la distribution des signaux conditionnellement en vrai R, des retraits si R, compte tenu de la stratégie prise par les autres, et donc de la faillite ou l'absence de faillite si R. C'est la même histoire que tout à l'heure. Hein. Quand j'observe quelque chose, sachant que tous les gens font ça, j'ai une vision probabiliste de ce qui va se passer. Donc j'ai une idée de la probabilité de faillite, hein, et donc... Et donc j'appelle h de t le signal tel que si j'observe h de t, je déduis que la probabilité de faillite est f, qui est ma probabilité limite. Et donc ça veut dire que je me retire si s de i est plus petit que h de t, hein, et sinon je ne me retire pas. Et cette fonction h est croissante en t. À nouveau, le jeu, comme tout à l'heure, il a un équilibre unique, c'est-à-dire qu'il y a un seul t étoile, il y a un seul t étoile pour lequel les gens vont se retirer. Alors ce t étoile détermine un seul r étoile. C'est-à-dire que dans le monde que je construis, il y a un niveau R étoile à partir duquel il y aura faillite, en dessous duquel il y aura faillite, et un niveau R étoile dans lequel il n'y aura pas faillite. Alors tout ce niveau, donc si je reviens à mon dessin de tout à l'heure, hein, ce qu'a fait mon histoire, c'est qu'elle détermine un certain niveau R étoile. Maintenant, qu'est-ce que je... Point de vue de politique économique, alors, naturellement, cet équilibre dépend de toutes les données du problème. Et je n'ai pas vraiment le temps de discuter. Évidemment, R étoile est décroissant avec M sur D, c'est-à-dire si la quantité de monnaie augmente, j'ai un R étoile plus faible, c'est-à-dire j'ai besoin d'un R étoile plus faible, j'ai besoin d'un taux de rendement plus faible si j'ai plus de monnaie. Hein. Ce n'est pas étonnant. Alors l'effet de la précision, il y a un effet plus complexe que celui de la précision des signaux. Dans ce monde-là, on reçoit des signaux, ils sont plus ou moins précis, la distribution de probabilité initiale joue un rôle aussi, c'est un monde un peu compliqué à analyser. Hein. Alors, augmenter M sur D, c'est-à-dire si j'augmente la liquidité, ça conduit à baisser T étoile, donc R étoile. C'est-à-dire que l'équilibre qu'il y a dans ce système est d'autant plus favorable, c'est-à-dire que M sur D est élevé. Le R étoile, à partir duquel il y a faillite, c'est-à-dire si R est inférieur à R étoile, il y a faillite, si R est supérieur à R étoile, il n'y a pas faillite, ce R étoile diminue lorsque M sur D augmente. Alors, est-ce qu'on peut abaisser R étoile jusqu'à RS? RS, c'est la situation idéale. C'est la situation dans laquelle... tout à l'heure, même si ce n'est pas très rentable, dès lors qu'on est capable de rembourser et qu'il n'y a pas de demande de liquidité, eh bien on le fait. S'il n'y a pas de demande de retrait en première période, alors on est capable de rembourser. Est-ce qu'on peut abaisser R étoile jusqu'à RS? Est-ce que l'issue du jeu peut, etc. Eh bien, si M est plus grand que M étoile, on trouve effectivement que R étoile égale RS. Si M plus petit que L étoile, eh bien R étoile est plus grand que RS. C'est-à-dire qu'il y a des banques solvables mais illiquides qui tombent. Donc ce que nous dit cette histoire est quand même un peu décevant parce que si on a suffisamment de liquidité, on va s'en tirer, même avec nos spéculateurs sophistiqués. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est bon socialement que la banque ne tombe jamais? Parce que si elle prend beaucoup de liquidité, ça veut dire qu'elle fait moins d'investissement.
C'est pas sûr que ce soit bon socialement. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour l'intervention de la Banque centrale? On peut en discuter. Ce qu'on peut voir, c'est que les conclusions de cette histoire, c'est pas Bagot. Len Freely, High Grade, c'est pas ça. Alors pourquoi? Parce que on n'est pas dans le monde de Bagot, on n'est pas dans notre. Disons, on a un point d'entrée dans la discussion sur ce que doit faire la Banque centrale pour éviter cette situation. Alors ce qu'on n'aime pas, c'est quand il y a solvabilité, mais que la banque tombe pour illiquidité. C'est un thème qui va revenir. La banque, elle est solvable, mais elle est illiquide. C'est-à-dire qu'elle est incapable de répondre à une demande à laquelle elle pourrait répondre si elle avait le temps de faire les choses, ou si elle était mise en situation, à laquelle socialement, elle est en mesure de répondre à ça. Enfin, il serait souhaitable qu'elle y réponde socialement. Voilà, alors on est monté très vite, j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé. Ce faisant, on a sûrement manqué une partie du paysage, mais ça, qui est assez joli par ailleurs, mais quand on monte vite, on n'a pas le temps de regarder le paysage. Alors maintenant, on va aller dans la descente. La descente, c'est que je vais essayer de vous raconter en un quart d'heure les évolutions du système financier. Je crois que je ne vais pas réussir à aller jusqu'au bout, depuis les années 60. Alors, d'où part-on? Alors, on part de la réglementation post-crise de 1929. Alors, c'est l'interdiction de la banque universelle, c'est le Glass-Steagall Act. Il faut séparer les banques entre les banques de dépôt, les banques d'affaires, celles qui accèdent aux dépôts à vue, celles qui accèdent aux dépôts à terme, etc. Donc c'est une forte séparation. Alors c'est une séparation qui est mise en place par de nombreux pays de l'OCDE, mais pas par tous. Donc certains ont gardé la banque universelle. Alors les banques de dépôt ne peuvent prendre des participations industrielles en actions. Alors, on distingue la banque commerciale dans laquelle il y a des dépôts à vue, des crédits à court terme aux entreprises, la banque d'épargne, pas de dépôt à vue, épargne des particuliers, crédit hypothécaire, il y a des holdings et des sociétés de portefeuille qui n'ont pas de dépôt, mais qui ont des prêts du public, etc. Ça, c'est la question structurelle du point de vue des institutions. D'où partons en réglementation? Alors, il y a une réglementation des contrats autorisés, qui est une réglementation forte. Plafond de taux d'intérêt pour les banques d'épargne, sur les dépôts, sur les crédits hypothécaires de long terme. Et il y a une réglementation aux États-Unis qui est une limitation de la concurrence spatiale. C'est-à-dire que les banques sont contraintes de rester dans leur état d'origine et il y a une forte limitation de la concurrence spatiale. Bon, et ensuite il y a cette mesure d'assurance publique des dépôts dont je vous ai parlé, qui doit éviter les paniques, qui a fort bien marché. Alors, quels sont les déterminants du changement? Alors, je les ai regroupés de façon un petit peu arbitraire. J'ai dit il y a d'abord la première, c'est un peu les évolutions du monde. Alors, l'évolution du monde et l'évolution de la finance sont parallèles. Je n'entends pas que le sens de la causalité est absolument évident. Ça peut... En tout cas, première chose, de l'après-guerre jusqu'à 1970, le dollar a été la monnaie internationale. Il avait une référence théorique à l'heure, 35 $ l'once. On savait tous ça par cœur, même si je ne suis pas très sûr de savoir ce qu'est une once, mais je sais que le dollar était à 35 $ l'once. Je ne sais pas exactement le volume d'une once d'or, mais en réfléchissant, je devrais trouver. Donc ça, c'est vrai jusqu'en 1972, et on a une période de change fixe et de contrôle de capitaux. Alors, dans ce système, on voit apparaître les premières failles, et ces premières failles, elles sont liées à la montée en puissance des multinationales. La législation selon laquelle vous ne pouvez pas faire de transfert de capitaux d'un pays à l'autre est assez facile à tourner. Lorsque vous avez deux multinationales, une banque et une entreprise qui, l'une et l'autre, ont ou une banque et deux entreprises qui ont des activités hors de leur pays d'origine. Si vous prenez, alors je vais passer sur un petit exercice, mais enfin vous pouvez faire un petit exercice. Vous avez deux entreprises qui ont des succursales à New York et à Londres. Il y a une banque qui a des succursales à New York et à Londres. Eh bien, elles peuvent transférer ce qu'elles veulent, étant donné que
étant donné que ce sont les mêmes entreprises et qu'elles sont des succursales de la même entreprise. Donc d'une certaine manière, il y a une faille à cette législation. Alors après 70, ça s'est beaucoup accentué. Il y a eu moins de capitaux, poursuite de la montée en puissance des multinationales et du commerce, la finance mondialisée. Un exemple de cette montée de finance mondialisée, c'est que la corrélation entre l'investissement national et l'épargne nationale, qui est très forte, c'est les travaux de Feldstein-Oriorca, se met à diminuer lentement. Et la réglementation est tournée, elle est mise en porte-à-faux, et il y a une tendance auto-entretenue à la dérégulation, sur laquelle je reviens. Cette tendance, la réglementation est mise en porte-à-faux. Alors, c'est l'exemple que j'avais déjà donné précédemment, dans l'exemple américain. Il y avait des plafonds de taux d'intérêt pour les banques d'épargne qui les rend incapables d'attirer les épargnants en période de taux d'intérêt élevés. À un moment, des banques qui ont prêté, au moment où les taux d'intérêt étaient bas, elles ont prêté à des gens dans l'immobilier, et les taux d'intérêt deviennent élevés, et elles n'arrivent absolument plus à renouveler les emprunts dont elles ont besoin pour continuer à financer ces intérêts. Donc, j'avais évoqué cet exemple, donc j'y passe rapidement. Alors, c'est aussi exacerbé par exemple l'apparition de ce qu'on appelait les money market mutual funds, qui tournaient la législation, qui était une manière de tourner la législation, rendait cette réglementation évidemment un peu caduque. Donc, tendance à la déspécialisation. Alors, il y a deuxièmement, j'ai mis les évolutions du monde, il y a aussi les évolutions des esprits. À nouveau, je ne me prononce pas sur la causalité, mais il a apparu ce qu'on appelle la nouvelle finance, dont les principes sont parfois attribués à Fisher-Black. Black, c'est un mathématicien américain de Chicago qui associe son nom à la formule de Black et Scholes. Ceux qui m'ont écouté l'année où j'ai fait le cours sur la finance, j'ai essayé d'expliquer ce qu'était la formule de Black et Scholes. C'est pas très facile, puisque ça conduit à une équation dérivée partielle quand on le fait vraiment sérieusement. C'est un petit peu hard, mais... alors, grosso modo, ce qu'on attribue à Fisher-Black, du moins dans ce que j'ai lu, c'est que si vous prenez... Il y a trois choses différentes. Prenez une obligation à long terme. On va mettre trois opérateurs. Celui qui achète l'obligation. Maintenant, cette obligation, il y a un risque de taux d'intérêt, parce que une obligation, elle vous donne des taux de rendement, elle vous donne sur sa durée de vie, mais qui sont déterminés. Mais naturellement, la valeur de cette obligation dépend de la différence entre le taux d'intérêt implicite sur lequel elle a été basée lorsqu'elle a été construite et le taux d'intérêt réel. Et donc, il y a un risque de taux d'intérêt sur l'obligation. Celui qui achète l'obligation parce qu'il a besoin, il n'a pas nécessairement envie de porter le risque de taux d'intérêt. Donc ça devrait être quelqu'un d'autre qui porte le risque de taux d'intérêt. Et ça devrait être quelqu'un d'autre qui porte le risque de défaut, parce que l'obligation, celui qui a émis l'obligation peut faire défaut. Donc tout ça, ça explique l'arrivée de toute une série de nouveaux produits. Ça, c'est interest rate swap, c'est des swaps de taux d'intérêt. Ça correspond à la deuxième fonction pour porter le risque de taux d'intérêt. Et credit default swap, c'est les swaps sur le risque de défaut, dont on a déjà parlé, j'ai évoqué plusieurs fois, donc, qui ont joué un rôle important au moment de la débâcle de 2008, puisque... donc ça, c'est l'évolution des esprits, la nouvelle finance. Et puis, mais en même temps, avec cette nouvelle finance, se développe le shadow banking, qui est le moyen de se soustraire aux régulations et de faire disparaître du bilan des choses qui sont désagréables et qui ne passent hors bilan. Donc ça, déterminant du changement. Alors, les formes de changement, donc j'ai parlé de... Le Glass-Steagall Act devient caduc complètement. Enfin, je crois qu'il y a eu deux périodes. C'est pas 1990, c'est 1999. Enfin, je crois que la décision qui le rend totalement caduc. Mais il y a une première en 1987 qui l'avait rendu partiellement caduc, autant que je me souvienne. Donc à ce moment-là, déréglementation et concurrence tous azimuts, concurrence spatiale, etc. Restriction à l'entrée levée, concurrence entre marché, produits, juridiction, institutions. C'est d'ailleurs une des choses tout à fait
fascinante de cette transformation du système. Hein. Comment qualifier la transformation du système en un mot? Je n'ai pas terminé par ceci, mais enfin, en un mot, c'est l'accroissement de la concurrence. La concurrence libre et non faussée. Et que ce système, avec un accroissement fantastique de la concurrence, ait eu de tels problèmes, ne laisse pas de poser des questions sur les vertus de la concurrence libre et non faussée, en particulier, en tout cas dans ce domaine. Donc, deuxièmement, il y a la multiplication des produits. Les dérivés, dérivés de dérivés, on en a parlé. Hein, la titrisation, on en a parlé longuement. Michel Aguilleta est revenu la fois dernière. Hein, les crédits de default swap, je viens d'en parler. Alors tout ça est favorisé par la baisse des coûts de communication, baisse des coûts de calcul et baisse des coûts de rassemblement d'informations. Ça, c'est aussi un déterminant du changement que j'aurais dû mettre plutôt dans les déterminants du changement parce que c'est un petit peu ce que ça passe. Alors, il y a un changement institutionnel maintenant, c'est la multiplication des intervenants et la montée en puissance des intervenants. J'ai donné quelques tableaux tout à l'heure qui illustrent ça. Hein, hedge funds, private equity firms, les fonds de capital risque, etc. Donc, il y a eu une multiplication et un affaiblissement d'ailleurs du rôle des banques dans l'ensemble du système et de la place des banques dans l'ensemble du système. Alors maintenant, quelles sont les vertus prêtées à ce système? Eh bien, c'est qu'on est passé de relations, par exemple, prêteur aux emprunteurs, des relations de face à face, hein, vous êtes emprunté vis-à-vis de votre banque, à des relations beaucoup plus neutres, hein, arm's length, on dit en anglais, je sais pas, Et donc, on remplace des relations de long terme pour obligations d'entreprise et actions. Hein. Donc, il y a une commodification, c'est-à-dire une banalisation des transactions financières. Il y a aussi, et ça va de pair d'ailleurs avec une meilleure diffusion sur les histoires de crédit des emprunteurs, sur le collatéral et sur la réputation. Donc, beaucoup moins de face-à-face entre beaucoup plus d'interlocuteurs potentiels lorsqu'il y avait un besoin de financement. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui savent des choses sur vous, c'est beaucoup plus banalisé, etc. Alors, dans ce système, le rôle et la place des banques, elle a diminué. Hein, donc, on est passé, une partie de l'intermédiation est passée des banques aux investment managers, c'est-à-dire aux gens qui collectent de l'épargne et ensuite font face aux entreprises éventuellement pour leur prêter. Donc le rôle a changé. Pourquoi porter le risque de défaut et le risque de taux et le risque de défaut, hein, c'est toute la titrisation. Hein. La titrisation, bien sûr, a été accompagnée et accélérée et déterminée par les banques. Alors, ce que pensent les gens qui connaissent bien le système, mais je n'ai vraiment pas d'opinion, c'est que le rôle a changé et qu'en particulier, elles ont maintenant un avantage comparé dans les transactions où les contrats explicites sont difficiles. Les banques auraient maintenant un créneau lié beaucoup moins aux transactions banales hein, que aux transactions très spécialisées. Où le besoin de couverture réelle est complexe et où il faut flirter de plus en plus avec les liquidités. Hein. Ils peuvent offrir des contrats incomplets, différents des contrats de marché standardisés, mais en fait, les analyses que j'ai lues de gens que je crois crédibles, c'est qu'elles ne sont pas devenues moins risquées en termes de volatilité, distance au défaut, price-earning ratio, c'est-à-dire le ratio de prix sur valeur de l'action sur le bénéfice, hein, qui ont été décroissants, etc. Donc ça, c'est un... Alors voilà, je donne quelques tableaux juste pour la bonne forme. Ici, c'est un tableau, je ne vais pas vous dire très précisément de ce qu'il s'agit, mais c'est un tableau qui montre la montée en puissance. Alors là, c'est des dérivés de crédit entre 1994 et 2005. Et puis là, c'est la montée en puissance des crédits default swap. Je ne vais pas commenter plus longuement. Vous voyez que la courbe est croissante et convexe dans les deux cas. Je vais passer là-dessus parce que
parce que c'est un petit peu ce qu'est le bilan aujourd'hui d'une banque commerciale aux États-Unis. Alors, banque commerciale, à nouveau, est quelque chose de relativement variable comme concept. Juste le point que je vous montrais, c'est que, par exemple, dans leur passif, le capital, ça fait 7%, les dépôts à vue, 18%, dépôts à terme, 51%, 24% les emprunts. Ce n'est pas la banque de dépôt simplifiée de tout à l'heure, bien entendu, c'est l'agrégat des banques commerciales. Et vous voyez que 7 sur 100, ça fait, j'avais dit tout à l'heure des ratios dette sur action ou sur fonds propres ou sur capital, 11 pour les banques commerciales, là ça fait 13, ça a encore augmenté par rapport à la valeur que j'avais donnée tout à l'heure. Là c'est une classification des intermédiaires, selon qu'ils sont institutions de dépôt, d'épargne contractuelle ou entreprises d'investissement, avec ce qu'ils ont au passif dans chaque cas, ce qu'ils ont à l'actif dans chaque cas, donc c'est un peu descriptif, je vais passer là-dessus. Et pour illustrer la montée en puissance des entreprises d'investissement, par exemple, j'ai un certain nombre de chiffres. Ces chiffres, c'est les valeurs des actifs de toutes ces catégories qui sont en milliards de dollars entre 1970 et 2002. La seule chose que je voulais souligner, c'est la montée en puissance à la fois, alors évidemment, des compagnies d'assurance vie, des fonds de pension, des sociétés financières, des fonds de placement monétaires entre 1970 et 2002. On peut voir d'ailleurs une autre illustration ici, où vous avez la part de propriété des actions aux États-Unis, une part de propriété entre les ménages, les mutual funds, qui sont les fonds de placement. Alors c'est ça, le secteur étranger. Ensuite, c'est les fonds de pension privés, etc. Donc il y a eu une très grosse... Entre 1969 et 2005, vous voyez qu'il y a une très grande distorsion de la part prise de la distribution entre ces diverses catégories, et donc la montée d'un certain nombre d'institutions financières dans ce marché. Là, j'ai quelque chose qui est peut-être plus spectaculaire, puisque c'est les actifs financiers des Security Brokers and Dealers. Alors, Security Brokers and Dealers, c'est une catégorie, c'est des gens qui interviennent sur les marchés financiers. C'est une catégorie plus large que les banques d'affaires, plus large que les investment banks, qui sont les... et donc, c'est le pourcentage... c'est ce qu'ils détiennent comme pourcentage de ce que détiennent les holdings bancaires. Alors ça va pour les Security Brokers and Dealers, qui ont les banques d'affaires dans cette catégorie, ça va de 40% à 160%. Et pour les fonds de couverture, les hedge funds, ça va de moins de 20% à 80%. Donc une montée en puissance relative de cette partie du secteur financier par rapport aux banques traditionnelles. Ça, c'est quelque chose qui montre la part c'est les actifs bruts externes, c'est-à-dire des actifs qui sont détenus par quelqu'un qui sont des actifs sur l'étranger. L'ensemble des actifs sur l'étranger détenus par l'ensemble des citoyens du monde. En pourcentage du produit mondial. Ça passe de 20% à 140%. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, que donc il y a 140% du PIB du monde qui est détenu comme en patrimoine par des gens qui sont de pays différents de l'endroit où est l'actif qu'ils détiennent. Donc ça, c'est l'internationalisation. Bon, j'avais encore plein de choses dont je voulais parler, mais je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais parler évidemment des effets systémiques de tout ça. Donc ça, c'est un petit peu, c'est simplement une description. Je fais une description à ma manière, et que je ne prétends pas du tout exhaustive, mais qui donne un certain nombre de coups de projecteur là-dessus. Là, je voulais discuter un tout petit peu, mais je le ferai peut-être la fois prochaine, de ces affaires, des effets de ceci. Et commencer quelque chose qui soit moins descriptif, mais qui soit une amorce de réflexion. Donc la fois prochaine,
qui est la semaine prochaine par ailleurs. Donc je reviendrai à 1 heure. La deuxième heure sera assurée par Pierre-Cyril Haucker, qui nous parlera justement de ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de la discussion sur la doctrine des banques centrales. Et je crois que son exposé s'appelle L'apprentissage des banques centrales. Donc il reviendra un peu là-dessus, mais d'un point de vue de quelqu'un qui est plus à l'intérieur du sujet que moi. Et moi, en premier rang, je essaierai de parler de liquidité. Vaste programme. Donc, il me reste à vous remercier. Bonsoir.